1975. Pour quelle raison, M. Cottreilly, vous n'êtes pas capable de témoigner? Je fais pas bien. Pardon? Je fais pas bien. Ça n'existe pas selon vous, la mafia. Je dis pas que ça existe pas. Ça existe peut-être autant que le chevalier de Cognon de la Saint-Jean-Baptiste. Vous ne connaissez pas ce que veut dire mafia. Lei non sa che cosa significa mafia. Non. Sentence you to 12 months in jail. Moi, je regardais ça des heures et des heures. Là. La commission Gomery, à côté de ça, là, c'est d'un ennui total. L'enquête de la SECO, là, c'était incroyable. Puis le scandale de la viande avariée, puis la Frankfurt, il y avait un des messieurs qui l'appelait ça de même, là. Non, elle a vendu la Frankfurt, on a coupé le verre, là, puis après ça, ça devient correct. Tu coupes le verre, puis c'est bon, la Frankfurt. Ici Isabelle Richer, bienvenue à Tout le monde en parlait. La télédiffusion des audiences de la SECO a marqué l'imaginaire collectif. Mais bien peu de gens connaissent la petite histoire et surtout les personnages héroïques par moments qui ont fait de la SECO un succès politique, judiciaire et populaire. À la police de Montréal, un jeune policier s'était spécialisé dans l'infiltration longtemps avant la création de la SECO. J'ai trouvé c'était le fun parce que c'était un challenge d'arriver là puis de convaincre du monde que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Dans les années 60, Robert Ménard s'était fait passer pour un felkiste dans les quartiers hippies de Montréal. J'ai commencé à aimer ça, puis eux autres ont vu qu'il y avait... j'avais une certaine aptitude. Alors, ils ont commencé à me faire faire ça, tranquillement. Après le FLQ, ses patrons lui demandent d'infiltrer la mafia. Le but, installer des micros. Le clan Cotroni-Violi est dans la mire de Ménard. La GRC a caché des micros dans la maison de Violi, mais ça n'a rien donné. La GRC avait la maison de Paolo à Saint-Léonard, puis il n'y avait rien. Il disait jamais rien, là. Il n'est pas fou, ce gars-là. Il a sa femme, ses enfants qui sont là, puis il disait rien, là. Rien. Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait rien. Mais au Reggio Bar, puis au Gelateria Violi, là, il s'en passait du grabuge. Là, ça se passait. Mais comment infiltrer le Reggio Bar qui appartient à Violi? Robert Ménard ne pense qu'à ça, jusqu'au jour où il voit une affiche à louer. Tout d'un coup, wow! For rent! Ah ben, tabarnouche! Hey! Juste en haut, à louer. Ah ben, tabarnouche! Wow, ça, c'est parfait. Comment est-ce que je vais faire pour louer ça? Jésus-Christ. Je connaissais un lieutenant qui avait une blonde qui était, oh wow, était extraordinairement, était bâtie like a brick shit house, était, wow. Marilyn Monroe, là, blanchissait contre elle. Elle était blonde naturelle, statuesque, et puis elle avait une paire de jambes qui était fantastique, un beau corps, puis elle paraissait extraordinaire. J'ai dit, tiens, les Italiens, ils aiment les femmes, puis ils aiment les blondes. Je vais voir le gars, le lieutenant, j'ai dit, je peux-tu emprunter ta blonde? Armé de son courage, de la voluptueuse blonde et surtout de son alias, Robert Wilson, électricien, Robert Ménard, qui avait même pris soin de se faire fabriquer un petit casier judiciaire, se présente au bar de Paolo Violi. Je me rends au Reggio Bar à 7 h le soir. Elle avec moi, puis elle est quelque chose. Hein. Puis, tout le monde là-bas, c'est plein d'Italiens. Hein. Il la regarde, puis il la laisse pas aller des yeux. Même Paolo la regarde. Puis... On a négocié, j'ai signé mon premier bail avec Paolo. Et puis là, j'ai donné son argent. Et puis j'ai mon bail. Là, je me dis, mais toi, tu vas manger à la claque, mon maudit. Là, j'étais là. Les gens du quartier sont loin d'imaginer ce qui se prépare. Une importante opération d'écoute électronique qui va déstabiliser la mafia montréalaise. Surtout pas le jeune Guy Lepage, qui habite juste à côté de la Gelateria. Et les Québécois et les Italiens, on vivait avec ces voisins-là, qui étaient des voisins
poli et sociable. Puis bonjour, bonjour les enfants. Moi, j'ai dit bonjour à M. Violi pendant plusieurs années. J'étais livreur à la pharmacie qui était juste de l'autre côté de la rue. Et le pharmacien, qui s'appelait M. Champagne, parlait italien. Il avait appris l'italien. Alors, il y avait toute la clientèle italienne et il aimait beaucoup, lui, les cappuccinos. Alors, chaque jour, j'allais lui chercher un cappuccino au Reggio Bar ou une granita à la Gelateria Violi. Celui qui allait transformer l'humour au Québec a passé son adolescence à 2 pas de ce qu'on pourrait appeler le siège social de la mafia. Moi, il y avait une fenêtre qui donnait sur Marvel. Puis, il y avait le camion de livraison de Gelateria Violi qui était là. Puis, il y avait un gars qui avait l'air, quand on y repense après, assez tough. Une grosse moustache avec bien du poil sur les bras. Puis, à chaque fois qu'il sortait, puis je l'ai vu pendant des années, il sortait à la tête puis il faisait ça comme ça. Après ça, il sortait sa crème glacée. Guilla et son ami Normand, qui vont régulièrement jouer au billard au Reggio Bar, n'ont aucune idée de ce qui se passe le soir dans le bureau de Paolo Violi. Le nouveau locataire du 2e, lui, essaie de se faire oublier pendant qu'une équipe s'apprête à mettre sous écoute Paolo Violi. Des micros qui, on le sait maintenant, vont signer son arrêt de mort. Durant une nuit, durant la semaine, on a fait notre opération standard. On a wiretap son téléphone, son bureau, le téléphone du Reggio Bar, le téléphone du Jolat, même les toilettes. Le gars ne pouvait pas rien faire sans qu'on sache ce qui se passait dans cette place-là. Pendant 6 ans, Robert Ménard mènera une double vie. Avec sa famille, il habite à Saint-Eustache, mais il doit absolument faire croire à Violi qu'il vit rue Jean-Talon. Je partais de chez moi vers les 4h30, 5h pour me rendre sur la rue Jean-Talon, pour parker mon char, puis qu'il y ait le temps de refroidir. Puis là, je m'en allais en haut, je faisais un café, je m'assoyais, je faisais du travail un peu, je faisais ma petite besogne. Là, j'attendais que Paolo arrive pour qu'il me voie sortir avec ma ceinture d'électricien avec les outils, puis mon box lunch. Puis je m'en allais travailler. Quand j'avais fini, je m'en retournais à mon loyer. Paolo me voyait venir, ou ses hommes me voyaient venir, parce qu'il n'y a pas personne qui tournait à la rue Jean-Talon à la Cordaire sans que Paolo le sache. Malgré tout, il faudra des années à Robert Ménard pour apprivoiser ses voisins d'en bas, qui se méfiaient de tous les étrangers avec raison. Je cherchais la propre personne, je me tenais pas avec eux autres, je faisais ma petite bedogne, je sortais avec ma boîte à lunch, puis mes outils, puis... Mais dans votre cœur de policier, vous deviez jubiler quand... Les maudits sans dessin, je vous ai tué par la poche, vous autres. Yeah, man! Ah! Puis tout d'un coup, l'inspecteur de la section renseignement m'appelle, puis il dit, « Ménard, cancelle ton bail, puis sors de là, puis vite en crise, parce que Paolo va être servi des supénas dans 2 jours ou 3 jours. » Robert Ménard, qui avait ficelé le clan Violi avec une équipe dévouée, ne s'intéressait pas vraiment aux audiences de la SECO. Je l'ai vécu. Pourquoi suivre ça? C'est sans grande surprise que Robert Ménard a appris l'exécution de Paolo Violi. C'était impardonnable de se faire pogner comme un dernier de classe pendant 6 ans de temps. C'était impardonnable, ça. Il faudra faire un exemple. C'est Jimmy DeSantis, un proche de Violi, qui a raconté à Robert Ménard les derniers moments du caïd. Il s'est assis à une table, il a joué aux cartes, là, à un certain moment, il y a 2 hommes qui sont rentrés et puis ils l'ont tué à la manière sicilienne avec des 12. Ben simple. Honorablement fait. Point. Puis Paolo était pas un peu heureux. Il savait que ça semblait. En 2005, Robert Ménard, qui est maintenant à la retraite, a été honoré par les autorités siciliennes qui ont utilisé ses bandes d'écoute électronique lors des grands procès anti-mafia en Italie. Grâce au travail d'infiltration de son équipe, Robert Ménard a fait la démonstration que la mafia est une organisation mondiale avec sa hiérarchie et ses règles à respecter. Vous pouvez visiter notre site Internet à radiocanada.ca/parler et ne manquez pas le site des archives. En 1973, les audiences de la SECO se tenaient à huis clos. Les policiers qui étaient affectés au crime organisé vivaient de grandes frustrations.
La commission semblait avoir été mise sur pied seulement pour apaiser l'opinion publique. Les policiers étaient mécontents parce qu'il n'y avait pas de suite à leurs enquêtes. Et certains organisaient même des fuites auprès des journalistes. Le groupe de policiers qui m'alimentait, c'était le groupe de policiers qui avait ces informations-là. Et c'était un groupe de policiers un peu rebelles qui étaient craints et qui sortaient souvent des sentiers battus. Jean-Pierre Charbonneau n'était pas encore député du Parti québécois, mais journaliste au devoir. Dès 1973, il couvre les travaux de la SECO et il devient vite l'expert sur la mafia internationale. Il publie un livre et des articles très documentés, ce qui lui attire la colère de la pègre. Ils mettaient un point CI pour les bars CT. Et ça les heurtait profondément. Je pratiquais plutôt un journaliste agressif de combat, puis d'épuration. Il y avait comme une espèce de mission, là, de dire que je participe à une espèce d'opération de nettoyage de la société. Est-ce que vous avez lu une visite un soir au devoir de Tony Mucci? C'est ça, oui, je me rappelle bien. C'était le 1er mai 1973. Jean-Pierre Charbonneau ignorait qu'il était suivi par un homme de main de la mafia. En ce 1er mai, fête des travailleurs, le journaliste était resté un peu plus tard dans la salle de rédaction. Tout à coup, on me demande « Jean-Pierre, quelqu'un pour toi? » Bon, j'arrive devant l'entrée, puis il y avait comme une espèce de 2 séries de classeurs devant la porte de la salle de rédaction. Alors moi, j'étais au bout, puis l'autre Mucci était dans l'entrée de la porte. Alors il dit « Charbonneau, oui, bouge pas. » Oui, j'ai dit « Oui, c'est moi. OK, bouge pas. » Tout de suite, un coup de feu. Là, en un instant, je me suis dit « C'est une blague. » C'était comme quelqu'un... Mais là, l'instant après, il y avait un autre coup de feu, et là, j'ai senti quelque chose. J'ai vu un jet de flamme sortir du canon, puis j'ai senti quelque chose me toucher. Il a fait feu dans sa direction et il l'a atteint au bras gauche. Ils ont mis Mucci sous arrêt quelques heures avant qu'il ne prenne l'avion à destination de l'Italie. Mucci écopera de 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Peu après sa condamnation, Charbonneau assistera, en plein milieu de la SECO, au témoignage échevelé de son assaillant. M. Mucci est présentement emprisonné pour l'affaire dont on a parlé la semaine dernière, l'affaire de Charbonneau. Évidemment, il faut être logique, puis c'était pas une folie, puis vous n'êtes pas levé un matin et dire « je vais aller tirer quelqu'un ». Bon. Des fois, on fait des affaires, tu sais, que... Ça se rapportait au moins aux écrits que M. Charbonneau faisait. Êtes-vous d'accord avec ça? Non. Écoutez, vous n'avez pas choisi un laveur de vitres? Cette journée-là, j'ai choisi un journaliste. La pression est de plus en plus forte. Les policiers ont mis la mafia sous écoute et ils veulent des arrestations. Un caïd a fait feu sur un jeune journaliste audacieux. Le gouvernement Bourassa et le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, n'ont plus le choix. Ils doivent trouver une solution au plus vite pour redonner de la crédibilité à la SECO. Jérôme m'a demandé, écoute, j'aimerais bien ça, si tu veux venir, je me nommerai juge. Ben, j'ai dit, OK, je vais essayer. Georges Jean Dutil, juge de la Cour de session de la paix. M. Choquette m'avait suggéré un bon avocat, Jean-Paul. J'ai dit, oui, on va prendre Jean-Paul. J'avais confiance en Jean Dutil, le sachant un excellent avocat dans le temps. Le sachant également indépendant de fortune. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, ben pourquoi pas? C'était des personnalités flamboyantes. Dutil, c'était vraiment l'incorruptible, bourru, trapu un peu, puis bon vivant, épicurien, mais qui était vraiment un incorruptible. Le nouveau juge sait qu'il n'arrivera à rien si les corps policiers continuent de se chamailler comme ils le font depuis le début. On disait dans le temps, un policier de la Gendarmerie royale du Canada a ses informations, il garde ses informations en lui. La Sûreté du Québec faisait la même chose, sans aucun doute. Comme on disait, la police de Montréal faisait la même chose. Alors, j'ai créé des équipes composées des représentants de chacun des corps, de sorte que les informations, on se les donne parce qu'on est dans la même équipe. Ça prenait un juge comme Dutil, qui était le Gomery de l'époque, pour brasser la cage puis vraiment interpeller. Et le juge Dutil, à ce moment-là, lui, a voulu vraiment s'attaquer à l'organisation Cotroni puis aux frères Dubois. Et pour s'attaquer à ces organisations, Jean Dutil a utilisé une arme surprise, la télévision. Cette stratégie assurera le succès foudroyant de sa commission. C'est des idées totalement révolutionnaires.
Pensons qu'à ce moment-là, même la télévision n'était pas à l'Assemblée nationale. Absolument pas. Alors, tout le monde regardait qu'est-ce que j'étais pour faire avec ça, la télévision, figurez-vous. Un juge à la télévision. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire téléviser ça en direct? Absolument. Absolument. J'ai l'intention que notre commission soit vraiment une commission publique. Le public n'aura jamais eu une protection semblable comme elle aura en se servant des moyens techniques que nous avons actuellement de rentrer dans les maisons. Vous vous souvenez de cette déclaration-là, sans aucun doute? Ah, j'en ai fait beaucoup de déclarations du genre. Ce qui me frappe, c'est que j'avais beaucoup de cheveux dans le temps. Après le règne du juge Duthil, les travaux de la SECO se sont poursuivis sous la présidence du juge Denis Dionne. Ces audiences ont été marquées par le témoignage d'un policier qui, avec son équipe, a réussi à démanteler l'immense réseau de salons de massage et de prostitution qui entachait la réputation de Montréal. Ce n'est pas pour rien qu'on a comparé le sergent Michel Lépine à l'inspecteur Colombo. Lors de mon témoignage, là, j'ai vu que les commissaires se penchaient puis ils parlaient, tu sais. Donc, il me dit « Sergent Lépine, on a quelque chose à vous dire. Là, il faut qu'on vous dise, qu'on vous écoute, là, puis votre histoire, puis tout ça. Vous êtes notre Colombo québécois. » Donc, tout le monde s'est mis à rire. Grâce au succès qu'elle a obtenu lors des audiences télévisées, la police commence à redorer son image. Dans cette foulée, le chef de police de Montréal en personne convoque le jeune Lépine à son bureau à l'automne 76. Moi, j'avais 27-28 ans à l'époque, puis le directeur du service, tu sais, la première fois qu'il t'appelle, puis tout ça, tu sais, je sais pas, c'est... Puis je trouvais aussi qu'il y avait un défi intéressant, parce que moi, j'étais un passionné de ce travail-là que je faisais. Là, il m'a montré un journal. Il y avait plein d'annonces de studios de massage, studios de photographie aussi. Fait que là, il me dit, moi, je te demande de retourner à la section Mercedrogue. Et il faut que tu fasses le ménage. Puis je veux pas de baveux, puis il faut que ça procède. Pouvez-vous nous dire si vous le reconnaissez encore en vous retournant vers la salle? Oui, Monsieur le Président. Quand il témoignera un an plus tard aux audiences de la SECO, Michel Lépine expliquera en détail cette opération qui lui a valu le surnom de Colombo. Il racontera comment un enquêteur recueille sa preuve dans les affaires de prostitution. Vous êtes pas une police, vous êtes un client. Puis là, on va vous donner de l'argent marqué, puis il faut aller cogner. Et puis, il faut dire un mot de passe, on va vous dire le mot de passe. Vous allez cogner, puis vous allez entrer. Puis là, un client qui se présente dans une maison de débauche, il vient pour une chose, c'est pour avoir des relations sexuelles. Puis elle veut juste une chose, c'est ton cash. Quand c'est le temps, vous avez juste à dire, tu sais, j'ai mal à la tête ou quelque chose comme ça, puis nous autres, on comprend que là, on intervient avec le mandat en bonne et due forme. L'équipe du sergent Lépine fait descente sur descente dans les studios de massage. Les policiers saisissent tout ce qui leur tombe sous la main. L'argent liquide, les meubles et même les valideuses pour les cartes de crédit. Est-ce que c'est la machine en question? À ma connaissance, Monsieur le Président, c'est exactement la même machine. Les succès des policiers font tellement mal au crime organisé que Lépine est approché par Lucien Proulx, un individu connu des policiers et chauffeur de l'avocat Maurice Hébert. L'enquêteur Lépine fait semblant de se laisser acheter. Il m'a invité à dîner. Puis il m'a dit, écoute, les gars font du cash, puis tu sais comment ça marche, puis il y a bien de l'argent à faire, puis il y a du gros monde impliqué, puis ci, puis ça, puis on aurait un petit quelque chose pour toi. Là, j'ai dit, c'est quoi? Là, lui, il était à l'aise. Là, il a dit, écoute, on va te payer, tu vas faire du cash, on te paye en cash, c'est Wiseman, puis c'est Joe DiMaolo en Floride qui casse les shots. Joe DiMaolo, ce n'était pas n'importe qui. C'était le bras droit de Frank Cotroni, le frère du parrain. Wiseman, Richard Ziggy Wiseman, c'était l'homme qui contrôlait la plupart des studios de massage de la métropole et il voulait rencontrer Michel Lépine. J'oublierai jamais la première fois que j'ai rencontré Wiseman. Ça avait été passablement rock'n'roll là aussi. Wiseman m'avait dit, dès le début, on était à l'extérieur dans le stationnement, il m'avait dit, écoute, il faut que tu saches, il avait sorti son arme, puis il m'avait dit, si jamais je vois un auto de filature, ou si je vois un bug, n'importe quoi, moi, je te le dis, je te tue. Les deux hommes se sont rencontrés pendant près de 6 semaines dans des motels de la Rive-Sud. C'était pas buggy, vous étiez pas buggy? Ben, je l'étais pas, personnellement,
parce que lui, il exigeait qu'on se déshabille flambant nu. Puis là, moi, je prenais pour acquis que dans la place, c'était buggé. Il me donnait ma paye et on comptait l'argent, puis tout ça. C'était beaucoup? Bien, c'était des milliers de dollars. Les premières fois, si ma mémoire est bonne, c'était 2000 $ par rencontre. Qui a arrêté Ziggy Wiseman? Ah, c'est moi. Comment ça s'est passé? Ah, ben, je l'ai informé. On a procédé à son arrestation, je l'ai informé. Puis il a pris ça calmement, mais je pense qu'à l'intérieur, il devait avoir une grande émotion. Le soir même, dans les heures qui ont suivi son arrestation, il était au quartier général, au 4e en haut, quartier de détention, et il a demandé à me voir. Je suis monté puis je suis allé le voir. Puis on s'est expliqué. Quand on a, dans le langage de police, busté le réseau, quand on a fait nos descentes, puis ça, évidemment, ça a fait la manchette des médias. Et là, tout le monde a appris qu'il y avait un réseau, puis le crime organisé est impliqué, puis c'est ça. Puis là, ça a sorti qu'il y avait un policier qui avait été corrompu. Donc, je pense que c'est dans les heures qui ont suivi, j'ai eu un téléphone de juge Dionne. Il me dit, écoute, il faudrait que tu viennes témoigner. Encore une fois, la SECO marquait des points. Ziggy Wiseman, lui, a été condamné à 5 ans de pénitencier. Personne ne prétend que la SECO a enrayé le crime organisé, mais au moins, elle aura eu le mérite de révéler les activités illégales de groupes qui n'étaient à peu près jamais ennuyés par les policiers. Les policiers qui sont d'ailleurs un peu nostalgiques de cette belle époque où ils avaient besoin de beaucoup moins de permissions qu'aujourd'hui pour combattre le crime. C'est bien rare qu'un mafioso a sur sa carte d'affaires. Mafioso, en général, c'est qu'il est restaurateur ou marchand de meubles ou n'importe quoi. À la lumière de la Charte canadienne des droits, de l'évolution de la jurisprudence, etc., évidemment, un spectacle comme celui-là serait impensable de nos jours. Oubliez pas une affaire. Quand on arrête quelqu'un, il y en a 10 autres qui vont se prendre leur place.